Bonjour. Ok. Pardon? Oui, j'ai la montre. J'ai l'habitude de faire toujours des pics trop longs, alors cette fois-ci, je mets la montre. tu me rattraperas. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir permis de montrer un petit peu ce qu'on fait au sein du groupe sur les vecteurs thérapeutiques. C'est une thématique qui est relativement, dans laquelle on s'est investi de façon importante, on va dire de façon relativement récente. On a fait quelques essais au cours des dernières années, on a beaucoup collaboré avec des gens qui travaillent là-dessus, et puis on a réussi à se convaincre qu'on avait des compétences qui étaient valorisables dans ce domaine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de travaux qu'on a pu réaliser, certains un peu anciens, certains plus récemment. Voilà. Donc le contexte dans lequel s'inscrit ce travail, c'est le contexte évidemment de la vectorisation, donc l'apport de nanoparticules, l'objectif étant de favoriser le diagnostic ou le traitement de cellules cancéreuses. Et donc quand on regarde dans la littérature, évidemment, ce qu'on trouve de façon assez prioritaire, c'est les particules qui sont fabriquées pour essayer de profiter de l'effet EPR. Donc c'est un effet de perméation accentuée des parois des vaisseaux aux environs des tumeurs. Naturellement, les particules en suspension dans le flux sanguin, lorsqu'elles ont la bonne taille et les bonnes fonctions de surface, viennent se concentrer au sein des tumeurs, et c'est de cette façon-là qu'on espère pouvoir faire de la délivrance locale de médicaments plus concentrés, donc de minimiser les effets secondaires, entre autres choses. Donc, les vecteurs qu'on peut trouver actuellement décrits dans la littérature et un petit peu dans le marché ont principalement deux objectifs, soit favoriser le diagnostic de la tumeur, soit favoriser le traitement. On trouve éventuellement beaucoup dans la littérature de théragnostic, donc particules qui sont censées pouvoir faire les deux. Voilà. Donc, très rapidement, on injecte ça dans le vaisseau, dans le courant sanguin, on laisse tourner, et si tout se passe bien, naturellement, les particules se concentrent plus favorablement au niveau des tumeurs. À l'heure actuelle, les taux de succès sont quand même relativement bas, on est à quelques pourcents de particules vectorisées. Lorsqu'on applique des stratégies de chimie de surface, donc de vectorisation active, on monte dans le meilleur des cas une dizaine de pourcents. Donc on est quand même, les résultats fonctionnent mieux, mais c'est encore pas très flambant à l'heure actuelle. Voilà, donc la façon dont nous, chimistes des matériaux, voyons un petit peu un vecteur thérapeutique, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est un schéma qui est assez connu. Ça ressemble idéalement, on va dire, à une petite boule avec des éléments à l'intérieur, une chimie de surface. Et cette petite boule doit remplir un minimum de critères quand même. Donc elle doit avoir une propriété minimale, c'est qu'elle doit être furtive. Donc c'est souvent la chimie de surface qui s'en charge. Elle doit être dégradable, évidemment. Il ne faut pas qu'elle soit plus toxique que ce qu'on cherche à vectoriser. Et puis elle doit présenter au moins une propriété, soit de diagnostic, soit thérapeutique. Donc c'est pour favoriser en général une analyse par imagerie, donc imagerie magnétique, optique, acoustique, etc. Propriété thérapeutique, si cette particule a des réservoirs, qu'elle puisse vectoriser un principe actif, eh bien c'est bien, on peut essayer d'injecter localement des fortes concentrations de produits anticancéreux. Et si en plus on a d'autres propriétés, on peut faire la thérapie avec des chauffages locaux, hyperthermie ou des largages contrôlés. Voilà. Évidemment, si on veut pouvoir appliquer ça, il faut que ce soit faisable par des protocoles de synthèse pharmaceutique simples et que nos particules soient stables dans le temps. Et le dernier point n'est pas si facile que ça, mine de rien. C'est un petit peu plus ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est comment arriver, qu'est-ce qu'on peut concrètement essayer d'espérer, on va dire, de cette approche-là. Donc, quand on regarde dans le marché, en gros, on a des choses relativement simples, qui sont principalement des vecteurs à base de produits organiques, donc des nanoparticules, des liposomes, nanoémulsions. On a vu quelques travaux aujourd'hui sur des liposomes. Ce qui est commercialisé, c'est encore plus simple que ce qui a été présenté. Donc, c'est des choses qui se complexifient petit à petit, mais ça reste très simple. C'est relativement peu cher. Alors, il y a des choses qui vont probablement arriver bientôt sur le marché. On espère, c'est des espèces de nanoémulsions à base d'acide squalénoïde, typiquement, qui ont été développées à l'origine par le professeur Couvreur. Et puis, on trouve aussi dans la littérature des particules hybrides. Donc ça, c'est des choses un petit peu plus bizarres. Des particules à base d'organique, Metal Organic Framework, à base de fer, typiquement. Mais notre cœur de métier à nous, c'est pas vraiment les MOF, c'est plutôt les silices mésoporeuses. Donc voici une petite photo ici. Donc des particules de silice avec des trous, des petits nids d'abeilles parfaitement calibrés. Donc si on regarde dans la littérature, qu'est-ce qu'on observe? C'est que particulièrement, ces particules sont reportées pour être quand même nettement plus stables mécaniquement et dans le temps. Elles présentent un avantage elles présentent une dégradabilité dans le milieu biologique qui est réglable, assez finement. Ce qui peut être intéressant selon les zones que l'on cherche à cibler. Si on a besoin d'un temps de vie de quelques jours, on peut calibrer une dissolution pour quelques jours. Si on a besoin d'un temps de vie d'une demi-heure, on peut calibrer pour une demi-heure. Un gros avantage aussi, c'est que ce type
de particules protège, par exemple, un médicament contenu à l'intérieur des attaques enzymatiques. Ça, c'est pas toujours aussi facile pour les vecteurs à base d'organique. Un autre avantage aussi qui est fortement reporté dans la littérature, c'est qu'on arrive à obtenir des charges en médicaments qui sont extrêmement importantes, beaucoup plus importantes que la plupart des liposomes. Classiquement, dans les liposomes commerciaux que je vous ai présentés, typiquement le doxyle, on est à peu près à 6-8% de doxorubicine, alors que pour les mésoporeux, on est très classiquement supérieur à 20% en masse. Voilà. Autre avantage de ces approches-là, c'est qu'on peut a priori modeler, comme l'a présenté typiquement le professeur Bakov, on peut modeler avec des outils de chimie intégrative de façon très large ce type de structure. Et donc on est capable d'obtenir des grands degrés de sophistication, l'objectif étant d'obtenir beaucoup de fonctionnalités intégrées au sein de la même particule. Voilà. Enfin, si on se pose la question de savoir si la silice typiquement est toxique, il y a eu un gros débat pendant des années. Maintenant, c'est à peu près réglé. Si on l'a fait correctement avec les bonnes chimies de surface, les problèmes de toxicité sont à peu près maintenant réglés dans la littérature. On sait que c'est gérable, c'est complètement gérable. Donc, même si les vecteurs thérapeutiques sont un petit peu âgés maintenant, une vingtaine d'années sur les descriptions, les vecteurs thérapeutiques à base de silice ont été décrits depuis 15 ans, mais ils sont vraiment rentrés, on va dire, dans une phase de maturité depuis 10 ans, avec des vrais aspects multifonctionnels et des tests in vivo qui sont enfin convaincants. Donc, décidément. Voilà. Alors, le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que si on se place sur une échelle coût de fabrication, fonctionnalité, donc le travail que peut remplir un vecteur thérapeutique, voilà à peu près où se trouvent les vecteurs thérapeutiques commercialisés à l'heure actuelle. Ce sont des choses très simples, on véhicule un médicament, ou une méthodologie optique. Ce qu'on peut trouver dans la littérature maintenant sur typiquement les liposomes, ça se complexifie pas mal, on commence à avoir des choses qui sont assez largement multifonctionnelles. Les exemples l'oxyde de fer avec le double effet d'hyperthermie qu'on a vu précédemment est un bel exemple de ça. On peut arriver à faire des choses qui restent dans un coût totalement viable pour une application avec des fonctionnalités qui augmentent. Si maintenant on se place sur les aspects hybrides à base de silice, alors là, le bilan est quand même beaucoup plus contrasté. On arrive à faire des choses qui ont des fonctionnalités, des complexités beaucoup plus grandes, mais ça a un coût nécessairement très élevé et un coût que l'industrie pharmaceutique actuellement n'est pas prête à payer. Donc la complexité a un coût en nombre d'étapes de synthèse, en nombre de composants qu'on utilise, et ça a un coût également en termes de toxicité, puisque chaque fois qu'on rajoute un composant, il va falloir adresser ça spécifiquement, et plus les interactions entre différents composants. Donc c'est le développement de ces objets-là est très intéressant, mais il faut garder en tête très clairement qu'il faudrait être capable de ramener ça dans la zone verte, si on voulait être intéressant à l'heure actuelle. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc si une fois qu'on a dressé ce bilan, on se rend compte que globalement, si on veut pouvoir ramener à fonctionnalité équivalente les coûts de production, les coûts de fabrication et de développement bas, eh bien, il faut être capable d'améliorer les méthodes de synthèse. Il faut aller plus vite, il faut être plus simple. Et il faut essayer, si possible, de trouver des synergies de propriété en utilisant un nombre de composants constitutifs le plus bas possible. Donc il faut trouver les composants qui sont capables de faire 2 choses ou 3 choses à la fois. L'oxyde de fer est capable de faire 2 choses ou 3 choses à la fois, par exemple. Donc on s'est attaqué un petit peu à ce problème-là sous cet angle-là. Une solution qu'on peut proposer, c'était une solution qui consiste à fabriquer des particules de silice par aérosol. Donc c'est un procédé relativement simple. Vous prenez une solution qui contient les précurseurs constitutifs de votre vecteur. Donc en l'occurrence pour nous, c'est des précurseurs sol-gel, typiquement. Vous fabriquez des petites gouttes, vous transportez vos gouttes avec un gaz vecteur, vous les séchez. Chaque goutte, en s'évaporant, vous donne une particule. Si vous contrôlez la taille de la goutte, vous contrôlez la taille du vecteur. Très simple. On peut faire à peu près toutes les tailles, on arrive à calibrer des choses. Dans la gamme nanométrique, ça ne pose pas trop de problèmes quand on a les bons appareils. Donc le premier exemple qu'on a pu montrer, c'était un des premiers essais qu'on avait fait au laboratoire, consistait à voir si on était capable, en une étape de synthèse, très simple, celle que je vous ai présentée, une goutte, on sèche, et on a directement l'élément sec, consistait à mélanger donc une solution avec de l'eau, de l'éthanol, précurseur sol-gel de silice, une particule d'oxyde de fer, de la maghémite, puisqu'elle marche bien, elle est peu toxique, un agent structurant pour arriver à fabriquer des trous au sein de notre matériau, qui est un tensioactif, et puis on a rajouté également un silane hybride qui nous permet d'avoir une chimie, contrôler l'intérieur du matériau, c'est ce qui doit nous permettre derrière d'absorber un médicament hydrophile ou hydrophobe, ou de le lier par exemple. Voilà. Donc on prend tout cela, on prend la solution, on fait l'aérosol, ensuite on lave le tensioactif, et voilà ce qu'on obtient assez facilement. Donc on a bien une bonne boule, qui a une bonne diamètre, on voit bien les mésopores qui sont dedans, les petits nids d'abeilles, et les particules d'oxyde de fer qui devaient faire en moyenne 12 nanomètres, si je me souviens bien. Donc ça, c'est une coupe de microscope à transmission microtonne. Donc en pratique, dans ce vecteur-là, on voit un grand nombre d'oxyde de fer. Il y en a vraiment, en l'occurrence, il y en a quand même 10% en masse. C'était relativement chargé. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, on se pose la question de savoir si ça fonctionne. Donc on fait des tests, on va dire, classiques. Avec de l'oxyde de fer, eh bien, on regarde
si ça fait de l'hyperthermie. Oui, ça fait de l'hyperthermie. Si c'est libre en solution, ça chauffe énormément. Si c'est au sein d'un gel d'agarose en vecteur, en comparaison, ça fonctionne aussi relativement bien. Évidemment, qui dit particules paramagnétiques dit contraste en IRM, donc on a pu faire le test. Effectivement, on a un contraste en T2 négatif. Les zones plus riches en oxyde de fer deviennent noires. Donc, globalement, les fonctionnalités qu'on pouvait espérer de ces particules sont là. On est assez content. Donc, on n'a pas testé dans ce type d'études-là, pour l'instant, l'absorption et le largage du médicament, pour la bonne et simple raison qu'on n'avait pas pu faire la chimie de surface à l'époque. Ce qui nous intéressait, c'était, est-on capable réellement de réaliser une particule multifonctionnelle de silice pour un coût très raisonnable? Donc la réponse, elle est oui, ça marche très très bien. Comme je disais, si on veut pouvoir mettre un médicament dedans, eh bien, il faut mettre un médicament dedans. Donc dans ces cas-là, on avait notre particule avec, les agents structurants, il faut les laver, une fois, 2 fois, raisonnablement, et il faut les recharger en médicaments. Alors selon les médicaments et selon les chimies de surface, ça se passe bien ou il faut plusieurs tours. Et tout ça, ce sont des étapes avec des solvants, des centrifugations et des déchets. Tout ça, ça implique du temps, ça a un coût. Donc, une des méthodes qu'on a essayé de tester, on s'est dit, tiens, ok, mettons directement le médicament dans l'aérosol. Donc, on a remplacé l'agent structurant qui est un tensioactif par des agents thérapeutiques tensioactifs. Donc, on a pris typiquement 3 exemples. Donc, un ester de choline, qui est ici, qui est utilisé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, qui a le bon goût d'être très semblable à un tensioactif bien connu, qui est le CETAB, qui a de très bonnes caractéristiques de structuration pour de la silice. Les glycosylresveratrol, sur lesquels on revendique des protections cardiovasculaires. C'est ce qu'on trouve dans le vin rouge, c'est des polyphénols. Ceux-ci ont été greffés avec un glycosyl pour les rendre amphiphiles. Et des sophorolipides qu'on trouve relativement actifs pour réguler les croissances et l'apoptose de cellules cancéreuses. Donc les 3 éléments sont a priori sur le papier tensioactif. Qu'est-ce qui s'en passe en réalité? Eh bien, en réalité, on voit que ça marche pas trop mal pour ce tensioactif-là. Le sophorolipide marche pas mal, on voit une bonne mésostructuration. Et pour le sophorolipide, effectivement, on a aussi... pour le sophorolipide et pour le stéroïlcholine. Voilà. Donc, ce sont des choses qui fonctionnent relativement bien. On remarque ici que les taux de charge qu'on a pu obtenir ici sont réellement très élevés. On est très au-delà de 20%, on est à 50%, voire parfois 60%. On a pu calculer la limite théorique qui devrait être aux environs de 70%, mais on ne l'a pas testé. Donc ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien, et on se rend compte que quand on a des taux de charge à ce niveau-là, en fin de compte, on n'a pratiquement plus de silice. On est en droit de se demander effectivement si le vecteur était stable. Donc il s'avère qu'il est stable et qu'on arrive à contrôler relativement bien les vitesses de relargage en fonction de la chimie d'interaction qui existe entre l'agent structurant et la matrice. Donc ici on a des interactions par liaison hydrogène. Ici, on a des interactions électrostatiques. Et on se rend compte que dans un cas, on relargue le médicament en l'espace de quelques heures, alors que dans l'autre cas, on a des temps de relargage qui sont de plus de 2 jours. Tout ça sur des structures qui ont chauffé 1/4 de seconde à 120 degrés. Et on a pu vérifier que l'intégrité des molécules à l'intérieur était respectée. Voilà. Donc, on a des choses qui fonctionnent relativement bien. Ceci étant parfaitement compatible avec les introductions de nanoparticules, on se dit qu'on a a priori une bonne plateforme pour arriver à faire des choses intéressantes. On s'est ensuite attaqué à d'autres types d'approches, parce qu'on voulait raffiner, on avait d'autres idées en tête. Donc, ce sont les particules précipitées. Ça, c'est le gros de ce que vous pouvez trouver dans la littérature sur les particules de silice. Ce sont des synthèses classiques faites en voie basique, dans un milieu alcool, très dilué. Donc, ça nécessite des temps assez importants de centrifugation, de purification, de nettoyage de tensioactifs. Ça, c'est fait avec du CETAB. Et donc, vous avez au moins 6 étapes de centrifugation et de redispersion systématique. Donc ça, c'est un coût d'entrée sur le vecteur thérapeutique qui est important en termes de main-d'œuvre, de temps et de solvant. Mais si on est prêt à payer ce coût d'entrée, il va falloir qu'on soit capable de faire des designs qui sont beaucoup plus performants pour compenser ce coût d'entrée. Donc ça, on a beaucoup dans la littérature. On peut travailler sur ce type de chimie en créant des particules qui ne sont plus normales, mais qui sont creuses. Bon, ça se fait relativement simplement dans les mêmes protocoles de synthèse, avec les mêmes conditions. On peut prendre un template sacrificiel, ça peut être un latex, ça peut être un carbonate de calcium, enfin, on trouve pas mal de choses dans la littérature. On fait croître à la surface de cette bille une croûte de silice mésostructurée. Alors si on le fait bien, on a des pores qui sont capables de traverser, donc on est capable de servir de cette paroi comme une membrane pour véhiculer des choses, stopper des éléments. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on dispose d'une interface supplémentaire si on veut arriver à localiser des fonctions ou pour faire un petit peu de chimie. Donc on a travaillé sur 2 types d'objets. Les premiers sont des objets avec de l'oxyde de fer à l'intérieur. Ceux-là, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, on ne les a pas publiés, et je n'ai pas le temps. Donc je vais me focaliser plutôt sur la seconde partie, qui est une particule au nom curieux qui s'appelle le hochet quantique, quantum rattle en anglais,
Ce n'est pas nous qui sommes responsables du nom, ce sont nos collaborateurs anglais et Imperial College. Donc, ces vecteurs-là sont faits par la façon précédemment montrée. On prend... Oups, il ne prend pas, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on commence par constituer un batch de base de particules creuses, mésostructurées, lavées. Ensuite, on disperse ces particules au sein d'une solution, on met un sel d'or, on met un ligand avec du thiol, un réducteur, et on nuclée de l'or de partout. Alors, le gros défaut, c'est qu'on perd 90% de l'or en parallèle. Le gros avantage, c'est que ce qu'on arrive à récupérer, c'est une particule avec une propriété tout à fait intéressante. Si on regarde attentivement les photos, donc si vous avez un schéma, on se retrouve avec une particule qui est constituée d'une croûte de silice mésostructurée, avec des pores qui traversent, des colloïdes d'or à l'intérieur, environ 7-8 nanomètres, qui s'agglomèrent plus ou moins. Et au sein des murs, lorsqu'on zoome bien, on a des clusters d'or, tout petits, 1 nanomètre et demi. Et si on caractérise cela spectroscopiquement, on voit que ces clusters d'or sont massivement constitués de clusters d'or 25. Donc, AU25, pour nous, ça a été un petit peu la brique magique. Quand on regarde les propriétés que peut conférer à un vecteur ces clusters d'or 25, on voit que d'abord, ça ne se comporte pas du tout comme un colloïde d'or. Ça fluoresce, ça a des niveaux électroniques discrets, avec une gamme d'excitation en 672 nanomètres et une émission fluorescence à 827 nanomètres. Ça, c'est une fenêtre très intéressante, c'est la fenêtre de transparence des tissus vivants. Donc on est capable à la fois d'exciter aux branches infrarouges et de récupérer une information aux branches infrarouges. Ça, c'est un gros avantage. Donc on voit ici, on peut typiquement avec ça faire de l'imagerie de fluorescence pour aller imager des tumeurs. Donc ici, vous avez une souris dans laquelle on a injecté des hochets quantiques et un témoin, évidemment, où on n'a injecté que de la silice. Donc ça, c'est des choses qui marchent relativement bien. Autre gros avantage qu'on voit ici, on n'est peut-être pas très familier avec ça, c'est que le stock shift entre la bande d'absorption et la bande d'émission est de près de 150 nanomètres. 150 nanomètres, mais vous avez excité à 672, ça veut dire que vous dispersez sous forme de chaleur pratiquement un quart de l'énergie fluorescée. C'est considérable, et ça peut vous faire une hyperthermie extrêmement efficace. Lorsqu'on regarde effectivement ce qui s'est passé sur un type de souris, donc cette fois-ci, cette souris a été implantée avec une tumeur LS1-74T, en sous-cutané, en l'occurrence, puis on a fait 2 témoins avec simplement des quantum rattle, mais sans cluster, et qu'on irradie à 671 nanomètres à 0,9 watts par centimètre carré, c'est quelque chose de tout à fait classique. On arrive, en l'espace de quelques minutes, à dépasser 45 degrés. On s'est arrêté à 51, parce qu'on a poussé jusqu'à 51, puis on s'est arrêté. Donc ça, c'est le traitement qu'ont subi ces souris. Donc un traitement de 15 minutes à 0,9 watts par centimètre carré, et on a regardé 3 jours plus tard quel était l'état de la tumeur par rapport aux témoins. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 3 jours, alors qu'il n'y a eu qu'un traitement 3 jours auparavant, la masse de la tumeur a décru de 55% sur un traitement. Alors que le témoin nous montre que bon, la tumeur prend de la masse, c'est tout à fait normal. Donc c'est des choses qui sont extrêmement efficaces sur un seul traitement. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Ça peut faire de l'hyperthermie, on l'a vu. Mais si ça fait de l'hyperthermie, c'est capable de chauffer localement, et donc c'est capable de mettre des ondes acoustiques. Et si vous émettez des ondes acoustiques et que vous modifiez les densités de tissu en modifiant la température, alors vous êtes capable de faire de l'imagerie photoacoustique. Vous êtes capable de récupérer un film très simplement par échographie. Voilà à petit peu près ce que ça peut donner. Donc on est capable de faire de l'imagerie en 3D, alors que c'est exactement un seul et une même brique qui fait tout le travail. Voilà. Donc là, pour avoir une idée, l'image fait environ 1,5 cm. Donc on voit très bien là-dessus qu'on a une résolution qui est très très bonne. On est aux environs de 100 microns, un peu en dessous, dans cette expérience-là. Donc on a des choses qui sont extrêmement bonnes en termes de visualisation, avec des temps d'analyse qui sont relativement courts. Et on est, bon là en l'occurrence, on est relativement profond, on est à peu près à 2 cm pour l'analyse. Voilà. Enfin, cerise sur le pompon, c'est que l'or 25 est fluorescent, mais il se trouve que c'est aussi magnétique. Donc, si c'est magnétique, on regarde, oui, effectivement, les propriétés superparamagnétiques sont là, et on regarde ce qu'on peut faire en IRM, c'est un contrastant en T1, c'est pas formidable, on est à peu près à 0,8 μb par atome d'or à l'intérieur, mais c'est suffisant pour faire de l'imagerie, en l'occurrence, sur cette souris. Voilà. Lorsqu'on a mis les clusters, on a le droit de se dire, mais combien de clusters j'ai là-dedans? Alors j'ai à peu près 12,5% en masse de clusters et 12,5% en masse de colloïdes au centre. On n'a pas parlé des colloïdes, on peut aussi utiliser les colloïdes qui sont au centre. 12,5% en masse plus 12,5% en masse, ça fait 25. 25% en masse, on se dit, mon vecteur est complètement plein. Il n'est pas plein, l'or a une densité de 19. Donc on a rempli en tout et pour tout sur le volume poreux de notre
particules, on a perdu 3%. Donc il reste beaucoup d'espace pour mettre des médicaments. Effectivement, c'est ce qui se passe lorsqu'on charge ces particules-là, on met dans de l'eau qui contient de la doxorubicine, on est capable de charger, bon là on a le début de l'isotherme, on est capable de charger 8% là-dessus. Si on va vraiment à saturation de doxorubicine, on arrive à charger à peu près 20% dans ces cas-là. Le relargage, bon, il est standard, on n'a pas mis de chimie de surface particulière, donc c'est un relargage qui va relativement vite par une loi standard. Ce n'est pas un temps de relargage qui est les plus intéressants. Bon, ça se travaille par la suite. Oups. Voilà. Donc, pour conclure, si j'en reviens à mon petit schéma de départ, on a globalement ce que peuvent nous donner les vecteurs organiques en termes de compromis, et c'est parce qu'ils sont dans la zone verte qu'on arrive à les commercialiser à l'heure actuelle. Ça, c'est à peu près ce que dit la littérature, et il y a des gens qui essaient de travailler effectivement à résoudre ce compromis. À l'heure actuelle, mon sentiment, c'est que dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui font des travaux fondamentaux qui sont très intéressants. On a besoin de travailler les chimies de surface, les dissolutions, les compréhensions fondamentales, les imageries. On a besoin aussi de gens qui cherchent à assembler différents types de fonctionnalités pour chercher les synergies. Et il y a malheureusement beaucoup de travaux aussi où les gens s'amusent juste à changer la particule, changer la matrice, et puis on redistribue les cartes, et au final on ne fait pas avancer les choses. Donc si je devais faire un appel, c'est que je pense qu'il est temps de faire un vrai bilan pour essayer de focaliser l'effort de recherche sur des choses qui ont une vraie chance d'arriver à l'application un jour. Parce qu'on est quand même là, a priori, pour faire avancer la médecine quand même, à notre niveau, chacun. Voilà. Si je devais placer les deux types de matériaux principaux que je vous ai montrés, eh bien je dirais que pour les aérosols, simplement avec de l'oxyde de fer, on est à peu près dans la zone des liposomes. Franchement, on n'apporte pas grand-chose par rapport à un liposome, on est un peu plus cher, donc je ne pense pas typiquement que ce type de particules toute seule voit un jour déboucher une application. Ce type de particules-là, on a pas mal progressé, on a vraiment pu monter la complexité, on a une structure qui est relativement simple en termes de composition, et on est en train de regarder les toxicités, ça a l'air de se comporter pas trop mal. Enfin, sur cellules, ça se comporte bien, dans les rats, ça se comporte bien, on n'a pas encore exactement l'effet dose. On a gagné en termes de coût de fabrication, mais comme je vous l'ai dit au départ, on perd encore 80% de l'or. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans les clous. Donc on travaille. Voilà. Voilà, il faut dresser un bilan, il n'y a pas à faire. Voilà. Donc je vais remercier en gros les gens qui ont participé à ces travaux-là. Donc Clément Sanchez, les gens du laboratoire, Corinne Chanéac, alors j'en ai plein, David Grosso, les étudiants. Je voudrais remercier les différentes personnes avec qui on a collaboré, donc à l'Imperial College aux États-Unis, en Espagne. Il y en a beaucoup, donc Francisco Plou, Maria Valetregui, etc., etc. Et je vous remercie à tous beaucoup pour votre attention.